Ce lundi 11 août, la militante ivoirienne Pulchérik Balin a découvert un message inquiétant inscrit sur le portail de son domicile. Rédigé en charbon noir, les mots « Ici vit Pulchérik Balin » avec un E ajouté à vie étaient clairement visibles, tandis qu'en haut figurait l'inscription chétée. Cette découverte intervient dans un contexte déjà tendu pour l'activiste, connu pour ses prises de position critiques envers le pouvoir et son engagement en faveur de la démocratie en Côte d'Ivoire. Ce type de message, perçu comme une menace, soulève de sérieuses inquiétudes quant à sa sécurité personnelle. Les autorités n'ont pour l'instant pas communiqué sur l'affaire, mais de nombreuses voix s'élèvent pour demander des mesures de protection et une enquête approfondie. Hier, lundi 11 août 2025, quand on s'est réveillé, personne n'a fait attention au portail parce que il y a la servante qui allait vider la poubelle, il y a des courses à la boutique qui ont été faites, mais on n'avait pas vu. C'est vers midi, on a entendu les chiens aboyer, mais personne n'est allé vers le portail pour voir ce qui s'est passé, ce qui se passait. Et c'est vers 13 h, quand nous-mêmes on voulait sortir, qu'on a remarqué une inscription sur le petit portail. Et sur cette inscription, il était marqué, c'était écrit au charbon noir, ici vit Pulchérik Balin, vit avec E à la fin. Et puis en haut, il y avait un dessin de deux flèches qui se croisent et puis on a écrit chété à côté, voilà. Et donc ça nous a paru vraiment bizarre parce que là où j'habite, c'est pas tout le monde qui sait, même mes collaborateurs, il y a certains qui savent pas où j'habite, et donc on a quand même essayé de préserver cet endroit là le plus secret possible. Mais évidemment, quand parfois le véhicule est en panne, il faut prendre les yangos, tout ça aussi, ça alerte les gens. Mais toujours est-il qu'écrit sur la face externe du petit portail, donc la face que tout le monde voit en passant, ici vit Pulchérik Balin, dans un contexte où on nous insulte tous les jours sur Facebook, dans un contexte où on nous menace tous les jours sur Facebook, c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant. Et c'est des menaces à peine voilées. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes rendus. Évidemment, on a appelé certaines organisations des droits de l'homme, dont Amnesty, et nous nous sommes rendus à la police. Mais vous n'allez pas me croire sur ce qui s'est passé là-bas. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Moi-même, je suis allé à la police. J'arrive, on m'indique le bureau où on enregistre les plaintes. Je m'en vais, j'explique la situation. La jeune dame me dit, elle arrive, elle s'en va consulter ses supérieurs. Elle revient, c'est pour me dire que non, ce n'est pas une affaire pénale, c'est une affaire civile. Donc on n'a qu'à aller chez le procureur. Bon, nous tous, on n'est pas juristes, hein, mais on se renseigne quand même. Quand on dit affaire civile là, c'est-à-dire, c'est une affaire entre deux personnes. Les histoires de dette, les histoires de succession, les histoires de divorce, c'est tout ça là, on appelle affaire civile. Mais tout ce qui touche à la sécurité, tout ce qui touche à la vie là, ça là, c'est directement pénal. Je ne sais pas où ils ont eu leur formation, hein, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il faut aller chez le procureur parce que c'est pas une affaire pénale. Moi, je n'ai pas dit que je suis venu me plaindre parce qu'on a écrit sur mon portail. J'ai dit que je suis menacé. Je dis que le message qui est affiché sur mon portail là, c'est comme un avertissement en vue de m'agresser. Et puis on me dit ça là, c'est pas pénal. Bref, je vous laisse vous-même juger de la situation. Toujours est-il que ce matin, je me suis rendu chez le procureur, au tribunal, j'ai déposé ma plainte contre X. Ma plainte a été reçue, elle a été déchargée. Je suis rentré chez moi, on m'a dit de repasser le jeudi. Mais c'est important de préciser, que l'année passée, en 2024, un jour, on était en train de faire une séance de travail et la séance a dépassé l'heure qu'on avait prévue. On avait faim,
Donc, mon responsable de sécurité est allé acheter des galettes pour nous. Là où il était arrêté pour acheter les galettes, il y a une moto, il y a deux motos qui venaient. Une moto le dépasse, la deuxième gare à son niveau, et puis elle lui dit, toi et ta patronne là, vous allez mourir. C'est ce que la personne qui est sur la moto lui dit et la personne démarre. En temps, lui, il a regardé l'immatriculation de la moto, plaque verte CH, c'est le chiffre là que j'oublie. C'était CH5 ou quoi, en tout cas, il y avait un chiffre. Et il a retenu le chiffre et la plaque. Donc, la couleur de la plaque. Donc, évidemment, le lendemain, c'était à Cocody. Donc, Cocody, la descente du moto. J'écris au procureur de la République, je m'en vais déposer. Là même, au moins, il y a un indice. On a dit comment les gens étaient habillés, on a dit le numéro de la plaque. C'est resté comme ça jusqu'aujourd'hui. C'est resté comme ça jusqu'aujourd'hui. Donc, une affaire où on ne sait même pas qui a écrit là. Ça là, bon, on va voir ce qui sera leur réaction. Mais on nous a donné rendez-vous jeudi. En fonction de la façon dont ça va se passer, on va vous informer. C'est pour dire que vraiment, on est menacé. Sur le net, c'est tous les jours. Vous-même, vous pouvez voir ça dans les commentaires. Mais là, ça devient direct, ça devient physique. Voilà. Donc, dans tous les cas, nous, on s'en remet à Dieu parce qu'on sait qu'on ne fait rien de mal. Et c'est pas ça là qui va nous effrayer. Tout ce que nous on fait, c'est d'observer la vie publique, c'est d'observer la vie sociale, c'est d'observer la vie politique et de finir faire nos commentaires en faveur des intérêts des Ivoiriens, en faveur de la Côte d'Ivoire. Si c'est ça là qui est mauvais là, la mort là c'est pour nous tous. Et c'est Dieu seul qui décide du jour où quelqu'un s'en va. Donc ça là, moi là, ça m'effraie même pas. Seulement c'est important qu'on en parle, c'est important qu'on informe. C'est pour cela qu'on le fait. Le reste là, c'est entre les mains de Dieu qui tient nous tous là, nos vies entre ses mains. Voilà. Donc, nous allons poursuivre notre direct après ce point sur ce que on a vécu hier. Voilà. On va parler du discours du président de la République du 6 août. Nous tous, on a dit, on attend le 6 août. C'était le 6 août, on attendait sa candidature. Il a annoncé le 29 juillet. Et finalement, le 6 août est arrivé. Donc, là, nous sommes en train de parler dans le cadre de la rubrique élection. Parlons-en. Parce que c'est un discours important. C'est un discours qui est inscrit dans tous les programmes annuels et les Ivoiriens en attendaient beaucoup. Et avant ce discours, moi j'ai fait un sondage au niveau de mes membres. Ils ont dit, malgré tous les problèmes sociaux qu'on connaît là, à cause de la psychose qui existe déjà, compte tenu de la crise préélectorale dans laquelle nous sommes déjà, les deux choses qui sont ressorties, c'était que il serait intéressant que les leaders des principaux partis politiques qui souhaitent être candidats soient autorisés à candidater pour que les Ivoiriens eux-mêmes choisissent qui ils veulent pour les diriger. La deuxième chose, c'était le dialogue politique. Parce qu'il n'y a que dans le cadre du dialogue politique qu'on peut décider d'un minimum, d'un consensus pour aller à des élections réellement apaisées. Voilà ce qui est ressorti du sondage que j'ai fait auprès de mes membres. Donc, le fameux discours a été livré. Et qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté sur la forme que c'était une récitation politique. Récitation qu'on fait depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. On parle de paix, on encense un peu les anciens présidents comme le président Houphouët-Boigny. Après, on vient dire qu'il y a la paix, il y a la sécurité. On parle des infrastructures, du développement, cherté de la vie, les jeunes, les femmes. Et puis, comme on est en année électorale, on nous dit qu'on aura des élections apaisées, démocratiques, sécurisées. Et puis, c'est fini. Évidemment, il y a l'annonce
de la libération des prisonniers qui est très bonne parce que c'est pas tous les ans qu'on fait les remises de peine. Et cette année, il y a eu plus de 6 000 remises de peine. Donc ça, c'est vraiment bon. Sinon, pour le reste là, vérifiez, depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui, c'est le même plan. C'est ça, il dit, ces récitations politiques là. Maintenant, dans le fond, c'est plus que décevant. On commence par nous dire que nous sommes dans un pays où il y a la paix et la stabilité. Il ne suffit pas de le dire. Nous les Ivoiriens là, on vit quoi? Je vous parlais tout à l'heure de ceux qui ont été enlevés et ou arrêtés le 2 août. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de leurs nouvelles. Nous sommes le 12, c'est-à-dire 10 jours plus tard. C'est ça là, on appelle qu'on est dans la stabilité et la paix. C'est ça là aussi, nous on ne doit pas dire, c'est pour ça qu'on nous menace. Mais non, c'est la vérité, on n'est pas dans la stabilité, on n'est pas dans la paix. Il y a des familles qui pleurent parce qu'ils ne savent pas où sont leurs enfants. Comment quelqu'un peut être arrêté et puis son avocat ne sait pas où il est? C'est ça là on appelle état de droit là. Ça c'est un minimum, hein. Quand on t'arrête là, tu dois pouvoir appeler ton avocat. Avant même que tes parents te voient là, c'est ton avocat qui te voit. Et c'est pas possible dans un pays qui dit qu'il est état de droit. Donc, il ne suffit pas de venir nous dire qu'on est dans la paix, on est dans la stabilité. Quelles sont nos réalités? C'est de ça que nous, là, on parle. Et si vous voulez vraiment bien gouverner les Ivoiriens, on vous rend service. Parce que vous écoutez tout ça, et si vous êtes de bonne foi, vous vous en servez pour améliorer votre politique. Voilà ce à quoi nous on sert. Nous, là. Donc, on nous parle de paix, on nous parle de sécurité. Ce n'est pas vrai. Ça là seulement, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, le problème de la cherté de la vie. La cherté de la vie là, ça y est dans tous les aspects de nos vies. Ça part des salaires qui sont bas. Ça part des SMIC qui ne sont pas appliqués dans les sociétés. Ça part de tous nos problèmes. Depuis les loyers, la nourriture, les factures. Oui, vous savez comment on souffre à SDE, et CIE. Ça part de tout. Ça transparaît partout. Le transport. Donc, quand le président parle de cherté de la vie, et puis il nous dit que les prix sont contrôlés, les prix des produits de grande consommation, mais il y a une différence entre les décisions et ce qui est appliqué sur le terrain. Il peut dire qu'ils ont pris des mesures, mais de là à dire que ça s'applique là, non. Même la dernière diminution du prix du riz, on n'a pas vu ça. Les décisions là restent en haut là-bas. Sur le terrain, ça ne s'applique pas. Et on ne sait pas quel est le système de contrôle qui existe. En tout cas, s'il y en a, ça ne fonctionne pas. Donc nous là, toutes vos mesures contre la cherté de la vie, on ne les ressent sur aucun produit de grande consommation. Le deuxième point, il s'agit des salaires. C'est même pas les salaires. Il y a une prime qu'on appelle prime ado qu'on a instaurée. C'est cette prime-là qui a été augmentée. En ce qui concerne les fonctionnaires, c'est même pas les salaires. La prime est passée de 1 tiers à 2 tiers. Mais je le disais tantôt sur Reflect TV. Les Ivoiriens ne se limitent pas aux fonctionnaires, bien au contraire. Sur les 30 millions d'habitants que nous sommes, il y a 12 millions de population active. C'est-à-dire ceux qui travaillent là, ils sont 12 millions. Et sur ces 12 millions-là, il y a seulement 2% de fonctionnaires. En 2024, selon les chiffres du gouvernement lui-même, les fonctionnaires étaient au nombre de 274 131 personnes. C'est une infime partie de la population. C'est une infime partie de la population. Donc on ne peut pas dire que on est en train de lutter contre la cherté de la vie, même en augmentant le salaire des fonctionnaires. À plus forte raison, augmenter ces primes. Mais non. Les Ivoiriens, là, c'est nous tous. Récemment, le président a dit, il est le président de tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, là, c'est nous tous. Ce sont les 74,6% de personnes qui travaillent dans l'économie informelle et qui sont les véritables acteurs de la vie économique de notre pays.
Parce que les 25,4 qui restent là, il y a le gouvernement lui-même, c'est-à-dire c'est le secteur formel. Il y a le gouvernement lui-même, les emplois du gouvernement, c'est ça, on a dit 274 131 personnes là. Et puis, le reste, c'est le secteur privé. Mais secteur privé dominé par des entreprises étrangères qui ramènent leur argent chez eux. Donc, ceux qui font l'économie même du pays là, c'est le secteur informel. Et il n'y a pas de mesure pour eux. On parle de FACI. FACI là. Il y a combien de femmes qui connaissent les conditions d'accès à ce FACI? Même tous les projets qu'on fait dans PJ Gouv là. Il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à y accéder. Ils s'en vont sur la plateforme. Ils n'arrivent même pas à s'inscrire. Il y a un moment où ça se bloque. Et puis on réalise les projets. On dit oui, on a fait, on a fait. C'est pour les militants ou bien c'est pour tous les jeunes? C'est pour les militantes ou bien c'est pour toutes les femmes? Il faut que ce soit clair. Parce que nous là, on ne le ressent pas dans notre quotidien. On ne le ressent pas dans notre quotidien. Et puis les infrastructures. C'est bien les infrastructures. Mais ça ne suffit pas. Si vous avez construit beaucoup d'hôpitaux et que la gratuité dont vous parlez n'est pas appliquée, ça sert à qui? C'est entre vous-même. Ça vous sert encore? Parce que ceux qui n'ont pas l'argent pour aller à l'hôpital, là, ils ne peuvent pas se pointer là-bas. Tu n'as pas l'argent pour payer consultation. Tu n'as pas l'argent pour faire analyse. Avant que maintenant on vienne te prescrire ordonnance. Tu vas aller faire quoi à l'hôpital? Et c'est dans ce contexte-là, hypocritement, on vient lutter contre les médicaments de rue. Nous les pauvres là, ces médicaments de rue on achète. On n'a même pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que tu sais que si tu prends la route de l'hôpital, tu sais ce qui t'attend là-bas. Je vous l'ai déjà dit devant moi-même. Tu vas à l'hôpital, c'est écrit enfant de 0 à 5 ans, consultation gratuite. Mais dès que tu arrives avec enfant de 0 à 0,1 là, même pas 1 an là, on te présente la caisse d'abord. Va payer. Les accouchements alors, c'est pas la peine. Donc vous voyez, faut pas chercher à nous tromper sur nos propres réalités. C'est pour ça qu'on dit il y a deux mondes là. Parce qu'il y en a quand ils parlent de la Côte d'Ivoire, vraiment tu as l'impression que c'est un autre pays. L'éducation c'est pareil. C'est pareil. On a construit beaucoup d'établissements, oui c'est bien. Mais on fait comment pour arriver à l'école là-bas là? C'est ça l'autre question. Donc vraiment, l'autosatisfaction là, on doit en sortir. Regardez de face les problèmes des Ivoiriens. Encore qu'il y a des problèmes que vous avez créés vous-même. Vous dites que vous luttez contre la pauvreté, vous faites FACI, vous faites filets sociaux, et puis parallèlement, vous cassez maison des gens, vous cassez activité des gens. Ça, c'est quelle lutte contre la pauvreté qui est là? C'est quelle lutte? C'est quelle lutte contre la pauvreté qui est là? Et rien sur les déguerpis. Nous sommes à 1 mois de la rentrée. Est-ce qu'ils ont reconstitué leurs activités? Est-ce qu'ils ont réussi à être relogés? Petit même, on a donné pour reloger les gens de GESCO et de Banco 1 là. Non seulement tout le monde n'a pas eu, mais l'argent est allé ailleurs. Non, mais c'est pas sérieux. On ne peut pas continuer dans la ruse. On ne peut pas continuer dans la méchanceté. On ne peut pas continuer dans la discrimination. On ne peut pas. Maintenant, le pays même, année électorale, on est dedans là. On ne veut pas écouter le peuple. Mais quand vous gouvernez là, c'est pour le peuple, vous gouvernez. C'est pas pour quelqu'un d'autre. La moindre des choses, c'est d'écouter le peuple. Le peuple dit où on s'en va là. C'est pas rassurant. Faisons dialogue politique. Voilà la marche. Malgré toutes les tracasseries qui auraient pu décourager certains, on a vu le monde qu'il y a eu à Yopougon là. C'est pas une affaire de PDCI, PPACI seulement. Hein. Le peuple est sorti. Le peuple est sorti. Parce que les gens sont fatigués. C'est quelle affaire de chaque fois qu'il y a élection, nous, nos cœurs doivent battre. Parce qu'on a peur de ce qui va arriver. Et depuis mars 2022, que le dernier dialogue politique est fini, on dit non, c'est suffisant.
On manque, on a appliqué tout ce qui était dedans. Où ça? Simple comité de suivi qui devait être mis sur pied par ce 5e dialogue pour suivre les mesures là. Ça n'a pas été mis sur pied, ça n'a pas été fonctionné. Je dis été fonctionné, vous allez nous fatiguer maintenant. Ça n'a pas fonctionné. Rien. S'asseoir pour parler là, on doit demander pardon à quelqu'un pour ça. On dit on est ivoirien, on aime la paix, on est oufouetis, c'est notre religion la paix. Mais on ne veut pas s'asseoir pour parler. Quel problème? On l'est ou on ne l'est pas? Qu'est-ce qui est mauvais dans s'asseoir pour parler, trouver un minimum pour aller réellement à la paix? Et puis on nous dit élection démocratique, élection sécurisée, élection apaisée. On n'emploie pas le mot inclusif là, hein? Non. Alors que c'est inclusif là, nous on attend. C'est inclusif là, nous on veut. C'est à cause d'inclusif là, les gens sont sortis le 9 août. Quand on dirige là, on doit écouter le peuple. On dirige le peuple, on est au service du peuple. On n'est pas là pour dominer le peuple. On n'est pas là pour faire fi de ce que le peuple souhaite. En tout cas, là où on est arrivé là, c'est pas encore tard. C'est pas encore tard pour s'asseoir et pour discuter. Et c'est pour cela que nous avons adressé notre lettre ouverte. Parce que dans l'administration ivoirienne, là, ceux qui répondent au courrier, ils sont très peu nombreux. Et nous, depuis qu'on est dans la société civile, là, on n'a jamais eu réponse de la présidence de la République. Pourtant, quand on écrit là, c'est pour faire des propositions. C'est pour ça qu'on a fait notre lettre ouverte. Si vous voulez, vous répondez. Si vous voulez, vous ne répondez pas comme d'habitude. Mais nous là, on a fait notre part. On a fait notre part. Et l'histoire nous regarde, nous tous. L'histoire va nous juger. Et le tribunal de l'histoire là, il est implacable. Les faits là, on peut les tronquer aujourd'hui. Mais ça nous rattrape toujours. Donc vraiment que la sagesse habite nos autorités. Pour que pendant qu'il est encore temps, il y ait un dialogue. Un dialogue sincère qui va nous permettre d'avancer. Qui va nous permettre de protéger les acquis du développement. Parce que quand il y a les crises, en un seul jour, on peut détruire 30 ans de développement. Et ça, c'est pas souhaitable. Donc, pour terminer, je vais dire aux militants du parti au pouvoir qui n'ont rien de mieux à faire que de répéter aussi leur récitation d'injures. On n'est pas société civile, on est gris. Vraiment, c'est vous-même qui êtes gris, vous faites pitié. Société civile là, ça se décrète pas. Tu déposes tes papiers au ministère de l'Intérieur et puis on te donne ton agrément. Et puis si le travail que tu fais là, c'est pas travail de société civile là, on t'arrache ton agrément. Jusqu'à présent là, nous on est là, on travaille. Il y a des fois le gouvernement nous invite. Vous avez vu, on m'a donné clé. Le président de la CE, il m'a donné clé. Il y avait beaucoup d'organisations de la société civile et puis moi on m'a appelé pour me donner clé. Donc ne prenez pas votre désir pour de la réalité. Ne prenez pas votre ignorance pour de la réalité. Essayez de vous mettre à jour pour avancer avec les vraies personnes qui réfléchissent pour le pays. C'est très important. Donc on va s'arrêter là.